Bonjour tout le monde. Voilà, c'est parti. Alors j'ai la tête qui part à Bonjour. gauche parce qu'on est également sur les réseaux et donc j'ai la tête qui passe sur l'écran. Mais écoutez, bonjour et bienvenue ma chère Peggy dans cette masterclass. Bonjour Je vois qu'il y a du Olivier. monde qui nous rejoignent également dans la salle. Donc cette masterclass est enregistrée et donc vous allez pouvoir ensuite la retrouver sur LinkedIn notamment et également sur notre chaîne YouTube. Et puis on a quelques fidèles qui nous rejoignent directement dans le Zoom. Ah, tiens, je vois Yves. Salut Yves. Salut, je vois Michel également. Michel, comment ça va? On a Benoît, Eric. Est-ce que donc vous nous entendez si vous avez fait ça, j'imagine le... Bah, tiens, ça peut être sympa du coup, on l'a jamais fait. Comme là, on n'est pas nombreux dans la salle. Alors sur les réseaux sociaux, ils pourront pas le faire, mais peut-être juste faire à dire un petit mot, vous présenter, qu'est-ce que vous faites, c'est l'occasion, avant que je Dans présente quel Peggy. domaine? Tu connais, est-ce que, alors, Yves, tu connais Peggy Santerre, Yves, vous connaissez avec Yves, ou pas? Yves Non, je ne Kurt? connais pas Non? Peggy. D'accord. Bah Yves, on se connaît, avec Peggy, on se connaît depuis de nombreuses années, mais Yves aussi, on se connaît malheureusement. Enfin, les années passent, hein. Non, ça se Le... voit pas. Nous, on s'est connus au BDC, Yves, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, ouais. C'est ça, ça Ouais, remonte à dire moi, 2015, facile, hein. ouais, je pense, ouais. Ah ouais. Et donc, tu travailles dans les télécoms, mon cher Yves. Oui, c'est ça. Je propose et vends des services télécoms pour les entreprises. Tout ce qui est accès à Internet, téléphonie fixe, mobile et hébergement. Voilà, on a Michel, je te vois. Michel, alors Michel, Michel, lui, t'es tout en haut, toi, t'es en Belgique, hein, Michel? Ouais, moi, non, non, je suis au Luxembourg. Luxembourg. Ah, c'est pire. C'est là où viennent les Français mettre leur argent. C'est là où viennent les Français mettre leur argent. Ouais. Ben, c'est pour ça que moi, je suis dans le sud de la France, tu vois, les Voilà, poches voilà, vides. voilà. Et alors, il travaille dans quel domaine, Michel? Alors moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est solution pour soulager les douleurs chroniques, le stress, la prévention du burn-out et de la dépression en entreprise. D'accord. Vaste sujet. Hmm. Ouais. Et nous avons Benoît et Eric. On vous salue, Benoît et Eric, si vous nous entendez, si vous voulez vous présenter aussi. Je le fais pas souvent, mais comme il y en a quelques-uns qui viennent dans la salle, et puis ben, je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux. Donc, dans ces masterclass hebdomadaires, dans le cadre du programme Croissance pour tous, on parle de plein de sujets autour de la vente, du marketing. On avait une masterclass la semaine dernière sur la prospection digitale. On parle beaucoup d'outils. L'idée, vraiment, c'est d'être le plus opérationnel et pragmatique possible et pour que vous puissiez, à l'issue de la masterclass, repartir avec au moins une bonne idée ou un bon outil. Ah, tiens, il y a Dan. Comment ça va, ma chère Dan? Ça fait longtemps. Ah, tu connais Peggy, vous connaissez avec Peggy, non? Oui, oui. Et voilà, donc l'idée, c'est dans ces masterclass, c'est que vous puissiez repartir avec des trucs, astuces, outils, bonnes pratiques, un peu de méthode à appliquer tout de suite dans vos organisations. Voilà un peu le challenge qu'on se fixe avec Laurent. Alors Laurent sera pas avec nous ce soir. Il est parti pour quelque temps à l'étranger, mais il nous reviendra en pleine forme, j'en suis sûr. Et donc, parmi les sujets qu'on traite, on a de temps en temps des entrepreneurs qui viennent témoigner bah, de ce qu'ils font eux dans leurs organisations, sur tous ces sujets de développement commercial. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Peggy Santerre de la société Six Continents. On est vraiment ravis, Peggy, de t'accueillir parmi nous. Alors, je suis très content de te recevoir. Mais on se connaît depuis de nombreuses années. Je t'ai vu évoluer dans ta carrière professionnelle, puisque quand on s'est connus, entre guillemets, tu travaillais dans une, mais tu vas nous en parler, dans une autre entreprise. Tu as changé depuis et je dois dire, en toute humilité, et je dis pas ça pour te cirer les pompes, mais que je suis impressionné par ce que tu fais. Moi, je suis littéralement impressionné par, mais je le dis en toute simplicité parce que je te l'ai déjà dit quand on se voit. Voilà, et je trouve qu'il y a des choses voilà, que tu fais excellemment bien. Et d'ailleurs, ben, forcément,
les résultats suivent et je trouvais intéressant ben voilà, que du coup tu puisses venir partager avec nous, alors, je ne sais pas comment on va dire ça, tes secrets, tes recettes, tes méthodes, en tout cas tes méthodes qui fonctionnent très très bien pour toi et je suis convaincu que on a tous à aller chercher quelques leviers que tu vas partager avec nous. Je suis impressionné et puis je suis aussi un petit peu jaloux. Je suis obligé de te le dire quand même en bon français, un bon franchouillard. Je peux te dire ben voilà, que j'aimerais pouvoir parfois avoir des résultats comme les tiens. Mais bon, écoute, je n'ai pas encore fini, hein, il me reste encore du temps. Et donc, je ne désespère pas d'arriver au niveau un de ces jours. Ou peut-être que tu me coacheras à l'occasion, on verra. En tout cas, tu m'inspires énormément parce que voilà, on se connaît bien, on se suit et surtout, je t'ai vu progresser. Et donc voilà un peu pour te mettre la pression, ma chère Oui, Peggy. là, c'est ce que j'allais dire. Je dis là, j'ai l'impression de recevoir Alors, on est national de 50 millions de... non, 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 mais justement, de- l'idée c'est pas de partager des choses qui sont inaccessibles. Alors, quand on a préparé sa masterclass avec Peggy, alors, forcément, Peggy avec sa société fait un certain niveau de chiffre d'affaires. On ne veut pas communiquer pour des raisons qu'on comprend bien sur le chiffre d'affaires, mais on est sur des business, Peggy, qui sont entre 2 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. En disant ça, on reste. Donc, on est sur des activités qui sont tout à fait accessibles. Je sais d'où tu es parti. Euh, Clairement, tu vas nous en parler dans ta nouvelle activité. Ça fait maintenant 3 ans, je crois, Cinq. chez 4 ans déjà, ça y est. Cinq. 5 ans, punaise, ça passe vite. 5 ans, donc 5 ans chez Six Continents, bah, grâce à tes actions, ton énergie, ton dynamisme, bah, tu as doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ton associé qui doit être content. Donc ça, c'est factuel. Donc derrière tout ça se cache forcément plein de choses. Et donc c'est tout ça qu'on va essayer de voir ensemble pendant cette masterclass. Euh, voilà pour l'introduction. Ça va, non, pour la pression? Alors, Oui, alors oui, c'est une j'ai une question introduction. pour toi, ma chère Peggy. Donc, du coup, Ah, quel est ton secret? Enfin, tu vois, ça me brûle les ouais. lèvres. Peut-être Euh, présenter d'ailleurs d'abord Six Continents, peut-être oui, commencer voilà, par on va là. essayer de... Alors, Ouais. tout d'abord, moi, quand Olivier m'a proposé cette intervention, je l'ai accepté avec plaisir parce que j'aime bien partager avec d'autres chefs d'entreprise. Après, c'est toujours difficile de pouvoir comparer parce qu'on est dans des métiers complètement différents. Et j'ai pas voulu faire une présentation PowerPoint un peu barbante. Donc, je pense que cette petite heure qu'on a devant nous, si on peut être pratico-pratique et se dire les petites combines ou les choses, les rituels aussi mis en place. Alors, juste pour poser les choses. Donc, j'ai 42 ans, ça fait 21 ans que je suis dans le domaine de la traduction. Alors, je suis pas du tout traductrice, je vends de la traduction. Mais vendre de la traduction, c'est un bien grand mot, hein, des services de traduction. Je suis co-gérante de l'entreprise Six Continents. Alors, Six Continents, ce qu'on propose, c'est de faire gagner des parts de marché aux PME et aux grands groupes en communiquant à l'international. Donc, on va vendre des prestations de traduction écrite, de traduction orale, de l'interprétation, des services aussi d'accompagnement, de consulting, dans ce qui concerne en tout cas la thématique de la traduction, parce qu'il y a beaucoup de sujets autour de notre secteur. Et on s'adresse aussi bien à des clients français qu'étrangers. On a 50% de notre chiffre d'affaires en France, 50% à l'étranger. Je me suis associée avec Gaëtan Crétieno donc il y a 5 ans. Donc Six Continents est une entreprise qui existait déjà. Mais j'ai pris le risque, en habitant à côté de Marseille, d'investir dans une entreprise qui se situe à Strasbourg et qui était intéressante du point de vue technologique, car Novatrice proposait déjà la traduction hybride, c'est-à-dire intelligence artificielle relue par de l'humain.
Et il y a 5 ans, pour des Français, c'était peut-être un peu trop tôt de parler de traduction qui était enfin, que c'était une intelligence artificielle relue par des humains. Alors, on ne propose pas que ça, hein, il y a aussi de la traduction premium. Mais moi, je me suis dit, j'ai vraiment envie de proposer cela aux Français, aux grands groupes, aux PME, puisque de toute façon, on sait bien que notre secteur évolue et a de grandes avancées avec l'IA. Donc, comment on va intégrer tout ça? Et moi, je ne suis pas tech, mais j'avais besoin de m'associer avec quelqu'un de tech. Et mon associé, lui, au contraire, avait de l'avance technologiquement, mais n'avait pas forcément le temps et puis les compétences et le souhait si, le souhait de développer. Mais forcément, quand tu es technique, tu n'as pas forcément t'as pas forcément le temps et l'énergie et puis toute la méthode pour vendre tes services. Donc, on s'est associés il y a 5 ans. Et rapidement, on a doublé le chiffre d'affaires. Rapidement, c'est quoi pour toi, rapidement? Rapidement, en un peu moins de 2 ans. Donc, c'est passé par des choses toutes simples. Déjà, l'entreprise n'avait pas beaucoup de clients en Alsace, alors qu'elle était située en Alsace. Donc, je dis, on va prendre des basiques, c'est-à-dire voir nos voisins. Et en fait, parfois, on veut faire des choses des fois un peu compliquées, aller prospecter un peu partout, toutes azimuts. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est de savoir, surtout dans les métiers où on peut vendre à tout le monde. Nous, on peut vendre à toutes les entreprises qui exportent aujourd'hui ou qui exporteront demain. Et c'est ça la difficulté dans beaucoup de domaines, c'est de pouvoir vendre à beaucoup de personnes, ce qui fait qu'on se perd. Parce qu'on chasse, on tire de partout, et ce qui fait qu'on n'est pas concentré. Donc, c'est bien, je trouve, d'avoir... Alors, le mot stratégie ne va peut-être pas vous plaire, parce que c'est peut-être un peu galvaudé, mais se dire de se fixer des objectifs qui sont vraiment pas trop ambitieux, finalement, au démarrage, parce qu'en fait, ça met trop de pression. Moi, je sais qu'au tout début, je dis, oh là là, j'ai fait une promesse de dire, je suis persuadée qu'on va doubler le chiffre d'affaires rapidement, mais ça mettait quelque part la pression. Alors, je dis, bon, j'enlève ça de ma tête et on va se concentrer. Et déjà, on va regarder en Alsace les PME qui exportent, les grands groupes, et on va communiquer. Et déjà, avec ça, je m'enlevais tout le reste, de me dire, déjà, je suis concentrée sur un objectif qui est de faire connaître l'entreprise en Alsace. Déjà, ça enlève un peu de pression et puis après, tu déroules je trouve une routine. Pour moi, je trouve que le commercial, hein, que ce soit le gérant ou le directeur commercial, doit se donner des routines de la même manière qu'un sportif. C'est-à-dire routine, discipline d'ailleurs. Discipline, c'est ça. C'est-à-dire que je ne me verrais pas aujourd'hui passer une seule journée sans prospecter, alors que je vous assure que j'ai de quoi faire dans mon agenda. Mais en fait, à partir du moment, c'est comme le sport, tu peux toujours le reporter si vraiment tu n'en as pas envie. Tu as toujours autre chose, tu as toujours une raison qui fait que. Mais moi, je pars du principe que si tous les jours, tu regardes dans ton CRM et tu fais un petit peu tous les jours, ça te permet quand même d'avoir cette discipline qui fait que tu enclenches tous les jours, tu enclenches une dynamique dans laquelle tu ne te perds pas, tu es là pour faire rentrer des clients d'une. Et à côté de ça, évidemment, tu mets en place aussi des méthodes de prospection automatisée. Donc après, il en existe pléthore aujourd'hui. Donc soit par exemple, je crois que tu avais parlé de Magilide. On a parlé la semaine dernière, on par a fait exemple, pas mal de masterclass sur les outils, effectivement. C'est ça. Donc, pour moi, prospecter tous les jours, il y a 2 niveaux. J'ai besoin de savoir que tous les jours, il y a quelqu'un qui prospecte pour moi. Donc, j'ai pas de commerciaux dans l'entreprise. Je fais le développement. Il n'y a que toi qui fais du commercial. Oui, tu portes oui. tout
toute l'entreprise au niveau commercial, c'est toi qui la porte. Voilà. Après, j'ai mon associé qui fait des conférences à l'international, donc ça peut amener du client, mais il va pas faire la démarche lui-même. Oui. Donc, tous les jours, de se dire, j'ai un outil qui me ramène du lead. Donc, les outils, il y en a plein, que ce soit le SEO parce que vous avez travaillé sur ce thème-là. Nous, on n'est pas hyper fort en SEO, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Mais ça peut être aussi de la prospection automatisée. Il faut que ça, au bout de, je sais pas, de 6-8 mois, vous ayez trouvé une méthode. Moi, j'ai mis, parce que c'est là où je suis la moins bonne, j'ai mis peut-être 1 an et demi à trouver dans notre domaine, dans ma façon de travailler, une prospection automatisée avec des emails où ça fonctionne. Mais ça vient pas tout de suite et il faut trouver l'outil qui vous va bien, le service. Mais une fois que c'est calé, que vous voyez que ça vous apporte du lead, se dire, bon, ben, ça fonctionne, je continue. Et à côté de ça, je suis persuadée, enfin en tout cas, ça fonctionne comme ça, je suis persuadée qu'il ne faut pas lâcher la prospection aussi, entre guillemets, un peu artisanale, dans le sens, je regarde tout ce qui se passe dans ma région, donc moi je regarde tous les matins, ma petite routine aussi, c'est 12-15 minutes où je lis les DNA, hein, les dernières nouvelles d'Alsace, et la Provence. Et je regarde, et puis le journal des entreprises, je regarde les 4-5 titres dès qu'il y a une boîte qui s'est fait racheter en Allemagne ou qui a une activité à l'international. Et tout de suite, je me note une action à réaliser sur ces entreprises dans le mois. Et je le fais. Et ensuite, je regarde dans mon CRM. Donc moi, j'ai fait exprès de choisir un CRM hyper simple parce que je trouve que déjà une PME qui n'est pas énorme. Tu as combien de salariés dans ta boîte pays? Combien vous êtes? 18. D'accord. 18, ouais. Donc, c'est important quand même d'avoir un CRM parce qu'il faut qu'on suive ce qu'on fait, mais je ne suis pas hyper fan de passer des heures et des heures à remplir tout ça. Donc, mais tous les jours, se dire dans mon CRM, je regarde 4-5 et je prends mon téléphone ou j'envoie un message ou je fais quelque chose, mais hyper personnalisé que ça vient de moi. Et je vous assure qu'il y a des résultats qui sont incroyables. Et à chaque fois, c'est ça qui fait que j'ai encore envie de le faire. Alors, c'est comme la pêche, hein, il y a des jours où il n'y a rien, mais ça ne veut pas dire que la semaine d'après, on n'aura pas une belle carpe. Et donc, il y a notamment une très belle PME dans le sud de la France qui, alors que ça faisait 2-3 fois que j'essayais juste de trouver le bon contact, je me suis payé le culot d'envoyer un message sur LinkedIn au boss, une boîte qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il a un peu autre chose à faire que de me répondre. Je lui ai juste écrit simplement « Bonjour, nanana, je sais que votre temps est précieux. J'ai des super solutions à proposer à votre société dans le domaine de la traduction. Est-ce que vous pourriez juste me dire qui est la bonne personne à contacter ?» C'est simple, efficace. Sachant que j'avais cru comprendre que ce PDG était quelqu'un plutôt dans les réseaux et puis ouvert, il m'a répondu direct. J'ai contacté cette personne de la part du PDG, forcément. Oui, on va pas se gêner. Sans dire si c'était lui. Enfin voilà, mais il m'a répondu. T'appelles de la part de Robert. Ah ouais, putain, je t'écoute. Hein. Et donc, la personne, du coup, a bien voulu m'écouter. Et là, mais c'est intéressant. Hein, oui, on a un fournisseur, mais qui est à Paris. On n'est pas plus attaché à lui qu'à un autre. Donc, j'ai bien envie de vous recevoir. Elle me reçoit. La semaine d'après, on était fournisseur. Et aujourd'hui, c'est dans mon top 15 de mes clients. Donc, juste pour dire, si on fait aussi la relation avec la pêche, des fois, il peut y avoir en effet des coups de chance. Mais les coups de chance, on les provoque. Et en fait, si tous les jours, on a cette routine et qu'on essaye d'aller chercher du gros, et du gros, on ne peut pas se dire « Ah, c'est juste un mail qui va tomber au bon moment ». Non, c'est quand même nous, parce qu'on a fait de la veille, parce que
on a fait un maillage qui fait qu'à un moment donné, on a trouvé le bon angle et hop, on arrive à avoir la bonne personne. Donc ça, je trouve que c'est des basiques, ça paraît peut-être tout bête, mais c'est important de le rappeler. Et si on fait le parallèle avec, moi je suis mariée, donc je suis un mauvais exemple, mais si on fait le parallèle avec le marché du célibat et les applications mythiques, là, quand vous recevez un match et que vous proposez de boire un verre, vous n'allez pas, quand vous allez boire un verre, proposer tout de suite de vous marier. La nana va partir en courant. Ça paraît logique. Et bien, je trouve que dans le business, on n'y pense pas tellement. Enfin, je vois les gens qui me prospectent, j'ai l'impression qu'ils veulent tout de suite me vendre un truc. Moi, j'essaie de ne pas vendre tout de suite. J'ai envie de connaître. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre challenge, et aujourd'hui, comment vous vous y prenez quand vous attaquez le marché allemand. Ah ouais, vous avez des traducteurs en interne, ok, mais est-ce qu'ils sont outillés pour, est-ce qu'ils font des lexiques, est-ce qu'ils font ça, nanana, nanana. Et puis, j'amasse de l'info, sans toujours proposer quelque chose, parce que déjà, j'ai envie de proposer des solutions. Je n'ai pas envie d'être un énième fournisseur, parce que si je suis un énième fournisseur et qu'ils me prennent tout de suite, je me dis que ça veut dire que demain, je peux partir aussi. Alors que moi, j'ai envie qu'on me choisisse parce qu'il y a une maturité sur le sujet et qu'on a choisi mon entreprise parce qu'on a une solution. Donc, en parlant aux prospects sur ces problèmes, en allant chercher où sont les problèmes, en suggérant certains, parce que parfois, c'est bien de lister le type, par exemple, moi, des rédacteurs techniques, je sais aujourd'hui les problèmes qu'ils ont, et si je les adresse, je vais lister 7-8 de leurs problèmes. Ça ne m'arrive pas que quelqu'un dise non, j'ai aucun de ces problèmes. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui en ont plus ou moins. Et on va partir de ces problèmes et voir si on peut les aider ou pas. Mais il faut bien connaître en effet tous ces problèmes, tous ces cailloux dans la chaussure, pour après finalement venir proposer quelque chose ou non. Là, quand je vois, c'était Yves qui propose de la télécom, c'est ça? Je ne sais pas combien de personnes, je sais pas combien de personnes nous proposent du télécom. Mais en fait, pour moi qui ne suis pas tech, je me dis, mais oui, moi j'ai un téléphone portable, on me propose quoi? Par contre, si demain, quelqu'un me dit, Peggy, tu as des clients à l'international, est-ce que tu fais des conf calls où tu as besoin d'avoir, je sais pas, une capacité de 50 personnes pour pouvoir discuter? Est-ce que tu as un forfait qui est adapté? Enfin, j'en sais rien, mais qu'on vienne me poser des questions sur ce que je vis aujourd'hui dans mon quotidien et les problématiques que je peux avoir, et après qu'on vienne me proposer des solutions. Donc ça, c'est Alors, Peggy, je te coupe parce que j'ai des questions qui commencent à arriver là sur les réseaux. Et du coup, je reprends un peu le fil, ça reprend le fil un peu de ce que tu as commencé à partager avec nous. Donc, je vais reboucler. J'essaye de synthétiser là sur différentes questions. On me demande, tu as dit, quand je suis arrivé, j'ai apporté un certain dynamisme commercial. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à communiquer, à essayer de faire connaître l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place en termes de communication? Alors, en termes de communication, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, j'ai contacté la presse. On n'y pense pas forcément. On n'a pas besoin d'avoir un attaché de presse si on n'a pas les moyens. Donc, j'ai contacté la presse pour dire on existe. Vous savez qu'on travaille pour tel géant américain et on est en Alsace. Donc, ça éveille. Et donc, on a eu 5-6 coupures de presse sur qui on est. Avec ces coupures de presse, j'ai pu les partager sur les réseaux. J'ai fait des mailings et évidemment faire du réseau physique, aller à droite à gauche. On a sponsorisé aussi, par exemple, le trophée Alsace Export pour pouvoir être présent sur un événement export. Voilà des exemples. Mais après,
J'ai aussi pris le petit bâton de pèlerin et regardé qui sont les directeurs commerciaux, les directeurs de la communication des grands groupes en Alsace et je nous ai fait connaître aussi de façon traditionnelle, hein, donc en envoyant des mails, en envoyant des messages sur LinkedIn. Quand je t'écoute, là, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a quelques minutes, tu disais, ben, il y avait une grosse PME, je suis allé au culot, j'ai envoyé un message au patron directement. Enfin, quand on t'écoute, ça a l'air simple, il n'y a rien qui t'arrête. Et parfois, souvent, on peut retrouver des commerciaux ou des patrons vendeurs qui osent un peu moins, un peu moins. Voilà, c'est comme ça, c'est humain. On n'ose pas y aller, on n'ose pas déranger. Et qu'est-ce que tu aurais à partager avec eux pour un peu peut-être les décomplexer et nous inciter finalement à s'enlever des peurs ou des barrières qu'on peut se mettre, ou des freins qu'on se met de manière inconsciente. Moi, je me souviens quand j'ai démarré dans la vente, j'étais jeune, franchement, comme j'étais feuille blanche, il n'y a rien qui m'arrêtait. Et aujourd'hui, je me vois avec des vieux réflexes qui sont venus au fil du temps. Et quand je me remémore quelques années en arrière, je me trouvais peut-être plus culotté avant qu'aujourd'hui. Donc, on passe tous par ça. Et je ne sais pas si ça vous parle, hein, ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aurais à partager comme technique, tactique pour un peu enlever tous ces freins? Parce que quand on t'écoute, à toi, tu es complètement décomplexé. Il n'y a rien qui t'arrête. Et non, mais c'est vrai, Euh, Pas évident comme question parce que moi, c'est naturel chez toi? ouais, voilà. Après, je peux faire la relation avec, par exemple, nous, on est dans le domaine de la traduction et tous les jours, quand je rencontre du monde, ah là là, ça y est, vous êtes mort. Ça y est, avec l'intelligence artificielle, vous êtes mort. Et donc, c'est pareil, ça peut être déstabilisant en disant tout le monde nous voit mort. Donc, alors que notre marché, il est en progression, mais on représente qu'1% des traductions qui se font dans le monde. 99%, c'est de la traduction gratuite en ligne et 1%, c'est de la traduction payante. Malgré tout, ce 1%, c'est 80 milliards de dollars dans le monde. Donc, ça peut aussi intimider et ça peut enlever un peu de confiance, etc. Je crois qu'il faut extrêmement bien savoir comment on est positionné parce que ça permet, ça permet de travailler sa posture. Si on est une agence de com parmi tant d'autres, si on est une agence de télécom parmi tant d'autres, c'est compliqué. Hein. Et moi, ça a été une vraie question quand je suis arrivée chez Six Continents. Et d'ailleurs, on a fait un atelier, toi et moi, sur le why. Je ne sais pas si tu te souviens, Oui, au tout je me début. souviens très bien. J'ai réfléchi sur, même si je le savais au fond de moi, mais je dis, qu'est-ce qui fait qu'on est différent et qui va apporter Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment différent de nos confrères? Et je ne sais pas si vous avez lu le livre Stratégie Océan Bleu, auquel cas ça peut peut-être vous aider. Euh, il faut essayer de sortir, de s'écarter des marchés qui sont encombrés et hyper concurrentiels. Alors quand on est dans ce marché, on se dit, ben, c'est pas possible. Mais si, en fait, il faut essayer de se poser, se dire quelles sont déjà mes valeurs ajoutées, ce que je fais de mieux que les autres, ou en tout cas ce que je fais super bien, et qui je vais pouvoir adresser. Donc déjà, ça met un cadre, et du coup, ça donne confiance. J'ai envie de faire encore le parallèle avec le sport. Évidemment, si vous faites plein de sports différents et pas très bien, vous vous perdez. Alors que si vous dites cette année, je me mets à fond dans la course à pied, bon, bah déjà, ça cadre les choses. Bon, bah, au début, vous n'allez peut-être pas être très bon. Vous n'allez pas faire des scores. Au bout de 6 mois, ce sera peut-être bien. Et ben, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que comment je me positionne? Qui est-ce que j'adresse? Ok, c'est ça mon cadre sur 2024. Je ne sors pas de ce cadre. Moi, alors là, je ne l'ai pas sur les murs, mais jusqu'à l'année dernière, j'avais sur mes murs mon cadre pour me le rappeler, pour pas m'éparpiller justement. Et ça te permet aussi d'avoir cette posture et de gagner en confiance parce que petit à petit, alors tu vas peut-être pas taper tout de suite sur le PDG parce que tu vas pas avoir
peut-être l'aisance au début, mais comme plus tu fais les démarches, et en plus avec le nombre, tu vas avoir des succès, plus ça va te donner confiance. Mais pour avoir du succès, il faut viser quand même de plus en plus juste, donc être concentré et pas tirer partout. Il faut bien avoir qu'une cible avec plusieurs. Et ça paraît peut-être bête, mais c'est des rappels qui sont hyper stratégiques. Et quand je vois, par exemple, mon année 2022 qui était un peu moins bonne, bon, il y a eu le Covid aussi, mais j'en ai conclu que je m'étais un peu plus éparpillée et je vois depuis 6 mois comment on est en train de repartir aussi vraiment bien comme ça. Je dis, ah ouais, mais j'ai aussi refait ce travail de ciblage et de posture, ce qui fait que, ça, j'adore cette phrase, choisir, c'est renoncer. Vous devez renoncer à prospecter tout le monde, à vouloir, et toujours penser, je développe mon chiffre d'affaires. Non, c'est je veux développer, j'en sais rien dans votre domaine, mais tel type de client, me spécialiser. Par exemple, ça peut illustrer. 2023-2024, nous, on cible énormément les clients dans le domaine nucléaire. Il y a des forts enjeux dans la traduction du nucléaire. On ne va pas commencer à passer sur Google. Et on a déjà beaucoup de clients dans le nucléaire. Bon, et ben ça permet déjà de se dire, je fais le salon du nucléaire, je fais une cartographie de toutes les entreprises dans le monde dans le nucléaire qui agissent à l'international, je vois qui sont mes interlocuteurs, et puis je travaille là-dessus. Et ben, je vous assure que les clients dans le nucléaire, des nouveaux, on en a tous les mois. Mais parce qu'on l'a décidé. Donc, ouais, je ne sais pas si ça répond Non, mais ça à la répond et je fais question, déjà. mais ça peut aider à prendre confiance et puis à dire j'y vais parce que je sais ce que je vends souvent. Pourquoi on est hésitant mais même dans la vie? C'est parce que des fois on ne sait pas trop. Mais si vous savez, normalement, ça marche. En tout Alors, il cas, y a vous avez une sans posture qui trahir, fait envie. ouais, sans trahir aucun secret. J'aimerais bien t'entendre sur le sujet suivant. Là, quand on fait du développement commercial et quand on travaille sur l'acquisition de nouveaux clients, il y a toute une démarche de prospection, de mise en relation, puis on commence à initier un premier niveau de contact. Et pour en avoir déjà discuté avec toi, je sais que tu m'avais partagé le fait que, ben voilà, donc toi, tu as des listes. Là, tu as décidé pour l'année concernée, tu as un secteur d'activité, tu y vas. Et puis quand tu commences à entrer en contact avec des prospects qui sont intéressants, bah, tu agis un peu comme un pitbull, c'est-à-dire que tu les lâches pas, tes contacts. Non, mais excuse-moi l'image, mais c'est Peggy le pitbull. Mais dans le sens où, et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai souvenir que tu m'avais dit une fois, voilà, moi, ces contacts-là, j'ai un premier niveau. Comment je fais pour que ces gens-là, sur l'année qui vient, ils ne m'oublient pas? Il m'oublie pas. Et notamment, tu m'avais dit, ah, voilà, tous les mois, je fais en sorte, ah ben là, tu utilises notamment à plein le digital, mais peut-être d'autres choses, tu vas nous le dire, que ces contacts-là, ils aient toujours au moins une information de ta part de manière récurrente. Mm. Oui, alors, en effet, ce qui est important, surtout en grossissant, c'est toujours regarder son portfolio. Donc, j'essaye chaque année de viser des clients un peu plus gros, etc. Parce qu'évidemment, si tu veux évoluer avec ton chiffre d'affaires, tu ne vas pas viser toujours le même type d'entreprise. Et donc, en début de chaque exercice, j'aime bien choisir entre 8 et 10, donc c'est pas beaucoup, 8 et 10 grosses cibles. C'est-à-dire que si j'en rentre une, je sais que déjà je vais faire du plus 5 ou plus 7% de chiffre d'affaires. Ça va être des gros. Mais en choisissant 8 à 10, déjà ça c'est assez humain comme objectif. Et voilà, je m'oblige à avoir plusieurs actions dans l'année, à peu près une par mois, pour bien connaître ce prospect et que eux nous connaissent. Donc, je vais faire, ça fait comme un peu, là, vous savez, les scènes de crime, là, où on a tout ce qu'on fait, là, la cartographie. Donc là, c'est plutôt, d'abord, je vais
essayer de connaître. Donc, je vais aller dans des salons où ils peuvent se situer, ou regarder sur LinkedIn ce que mes futurs contacts peuvent dire, etc. Donc, je vais plutôt être en veille, etc. Une fois que j'ai ces infos, je vais aller à la rencontre de ces personnes, soit dans des réseaux, soit sur des salons, soit sur LinkedIn en direct, soit essayer d'appeler. Bon, des fois, ça marche pas forcément tout de suite, hein, les appels. Mais en tout cas, je m'efforce à ce que tous les mois, j'ai une action. Dès que je réussis à récupérer des mails, il y a un envoi ça peut être du newsletter. Ils font partie après, évidemment, de mon CRM. Et je vais à la récolte d'infos, récolte un maximum. Et après, ça me fait une vraie cartographie de me dire, dans tel service, ils ont tel problème. Dans tel service, je n'arrive pas du tout à les contacter, mais bon, s'ils sont à peu près comme toutes les entreprises à l'international, à mon avis, ils doivent avoir tel ou tel problème, etc. Et j'essaie d'avoir toutes ces infos. Et ensuite, je m'adresse à l'acheteur, à un acheteur, parce que c'est difficile de savoir quel est l'acheteur qui s'occupe de nos services. Alors, surtout en traduction, des fois, c'est l'acheteur des frais généraux. Donc, ce n'est pas toujours évident de savoir qui achète nos services. Donc, je me renseigne de qui est l'acheteur. Donc, pour savoir, pour se renseigner, il suffit de poser la question. Et les gens sont... Il ne faut pas oublier que les gens aiment aider. Donc, si C'est vous clair. posez la question à un acheteur lambda d'une entreprise que vous visez en disant « Bonjour, monsieur machin, j'ai juste besoin de votre aide, une minute, savoir qui achète des prestations de traduction dans votre groupe. Merci pour votre aide. » Vous avez dit 2 fois le mot « aide » en 2 phrases. Moi, j'ai jamais personne qui m'a dit « Non, je vous aide pas. » Au pire, c'est « Je sais pas. » Mais en tout cas, souvent, la personne m'aide. Donc après, une fois que j'ai cet acheteur, j'ai fait un peu son boulot quand même. Mais la traduction, il n'a pas toujours le temps de le faire. Je vais aller lui exposer les problématiques que j'ai pu réunir dans son entreprise, et je lui dis, j'aimerais bien qu'on discute ensemble parce que nous, on a des moyens de suivre ces problématiques, de mettre des indicateurs en face et voir comment ça évolue. Donc, vous voyez, je ne parle même pas de traduction. Hein. Et comment vous allez pouvoir optimiser vos achats de traduction, même faire en sorte que la qualité s'améliore, etc. Et en fait, le fait d'avoir un niveau de connaissance du prospect décisionnaire, parce que de toute façon, dans les grands groupes, tu passes souvent par les achats, va te permettre d'être beaucoup plus crédible et d'être moins improvisateur sur le sujet. Et en plus, souvent, tu vas apprendre des choses à l'acheteur qui, lui, c'est un petit portefeuille d'achat, la traduction souvent. Donc, alors quand je dis petit, hein, ça peut être 300 ou 400 000 euros hein, pour un grand groupe, mais pour eux, c'est petit. Et pour nous, c'est important. Donc, c'est bien d'avoir fait un petit peu son travail. Et même des fois, on peut aller jusqu'à proposer, dire, ben voilà, moi j'ai fait un tableau, visiblement vous avez telle problématique, celle-ci, nous on peut le résoudre de telle manière-là, vous devriez pouvoir gagner à peu près 15% dans ce type de langue, avec telle façon. Et après, souvent il a envie de parler, et c'est comme ça qu'on va briser la glace et avancer. Mais en tout cas, dans cette méthodologie de je me fixe sur 8 à 10 cibles, l'objectif c'est qu'à la fin de l'année, il y en ait au moins 2, si possible 3, qui soient rentrés. S'il y en a 0, là je pense qu'il faut se dire, il faut revoir la méthode, ou alors c'est que je n'ai pas pris le temps. Mais dans les 8 à 10, il y en a forcément 2 où vous finirez. C'est de la vente complexe. Le grand groupe, c'est de la vente complexe. Donc il faut prendre le temps, mais il faut le prendre le temps. Notamment, en parlant de temps, ça tombe bien parce que donc là j'ai une question. Sur les réseaux, tu passes combien de temps par semaine ou sur un mois glissant en moyenne à faire du commercial? Avant, je passais énormément de temps et j'étais pas plus efficace que ça. Et est-ce que Alors, tu te mets des contraintes dans ton agenda? Comment tu gères ton temps pour justement
être assidu et appliquer ses routines? Déjà, moi, je délègue la rédaction de contenu, c'est-à-dire que tous les 6 mois, je réfléchis à des thèmes sur des articles. Ces articles concernent forcément des problématiques pour mes prospects, mes clients. Je briefe un rédacteur de contenu qui va me préparer ces articles. Et moi, je n'ai qu'à relire et je les mets en ligne. Et après, c'est surtout que ça me permet de les partager après à mes prospects qui ont ce genre de problématiques. Donc là-dessus, ça va me prendre, allez, 5 heures tous les 6 mois de réfléchir au thème et puis de relire. Hmm. Donc, on va dire que c'est quand même pas énorme. Et tous les jours, évidemment, je vais sur LinkedIn, mais pour faire une action, c'est-à-dire, je vais aller regarder dans mes 6 cibles, là, c'est un peu ce qui se passe, et je vais commenter un, un post où je vais envoyer un message à une de ces personnes ou regarder une actualité. Mais je passe plus de temps à lire la presse le matin qu'à regarder LinkedIn. LinkedIn, ça va être parce que je vais faire une action. Dans la journée, je vais passer à aller 20-30 minutes maxi sur LinkedIn, hein. Pas plus, hein. 20 à 30 minutes par jour sur LinkedIn. Donc, tu lis la presse, tu fais du LinkedIn, tu envoies des emails Ouais. auprès de tes prospects et de tes clients, parce que tu as une newsletter pour tes clients aussi. Oui, oui, parce que c'est important aussi de proposer d'autres services, hein. Des fois, je suis étonnée de voir qu'il y a des clients qui n'étaient même pas au courant qu'on faisait de l'interprétation, c'est-à-dire la traduction à l'oral. Tu dis, bon, là, j'ai pas bien fait mon boulot, on n'a pas bien communiqué. En fait, des fois, on veut toujours aller chercher du nouveau, du nouveau, du nouveau, alors que finalement, chez nos clients, il y a déjà beaucoup à faire. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir faire de l'upsell, hein. Est-ce que 100% de vos clients connaissent 100% de vos offres? Je pense pas. Presque, mais je Mais constate jamais. encore que j'ai des clients qui disent: «Ah, vous faites ça, ça.» À la rigueur, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a encore des perspectives de développement avec nos clients. Et puis, de toute façon, on est dans un métier qui évolue énormément. Et c'est ce qu'on propose à nos clients, c'est plutôt de partir aussi sur tous leurs besoins pour évoluer aussi ensemble. Donc, on les invite, hein, on les interroge beaucoup, nos clients, plutôt qu'aller proposer toujours plein de choses. On va aussi être à leur écoute. Donc, on fait les business reviews, c'est hyper important. Vous voyez, la semaine prochaine, je serai toute la semaine sur la route, la route d'Alsace, pas pour boire du vin, hein, mais Mais tu peux, hein. pour aller voir nos clients fidèles, pour faire un point trimestriel et voir là sur 2024 s'ils adressent un nouveau marché, s'ils ont des problématiques sur un logiciel où il faut qu'on se connecte, etc. Et puis être à l'écoute parce que il y a toujours aussi des menaces de la concurrence, on ne sait jamais, donc il faut aussi chouchouter nos clients et être toujours à l'écoute. Je pense que c'est hyper important quoi, d'écouter ce qu'ils ont à dire. On en apprend beaucoup. Et finalement, ce que je constate vraiment, c'est que tout pendant que vous serez un fournisseur, vous ne serez jamais en sécurité finalement, et tout pendant que vous proposerez des services pour être fournisseur, c'est là où vous serez en menace, c'est là où vous serez dans cet océan rouge avec tous vos requins. Par contre, si vous devenez pas un partenaire, mais un partenaire stratégique, là, vous changez complètement la donne. Je prends l'exemple avec les acheteurs. Moi, il y a des grands groupes où le fait que j'ai mis en place avec eux ces fameux indicateurs, que je leur donne des infos de comment évolue le portefeuille d'achat chez eux, comment je peux les aider sur telle ou telle problématique, tu deviens un allié, tu deviens vraiment stratégique en fait pour eux. Et je pense qu'ils n'imagineraient même pas de t'évacuer, de t'évincer
parce qu'en fait, tu été devenue hyper importante pour eux parce on a proposé du conseil et en fait, on a aujourd'hui nos plus gros clients, on est rentré chez eux parce que j'ai pas proposé de traduction. J'ai proposé du conseil, des ateliers pour les comprendre. Vous voyez, c'était mon positionnement aussi. Mais très intéressant, Peggy. Merci pour ce partage. J'ai souvenir une fois qu'on avait eu une discussion. Je reviens sur l'acquisition et sur la prospection. Tu m'avais dit, tu sais, Olivier, il y a deux façons d'aborder un marché. Tu peux effectivement soit adresser directement les entreprises et les prospects, et ou tu peux aussi, entre guillemets, chasser en meute, c'est-à-dire t'appuyer sur des partenaires, un réseau de partenaires, et qui, du coup, notamment, il y a cette notion de partenaire qui passe avant toi, partenaire qui passe après ton service, et pour créer des synergies. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que c'est un moyen d'acquisition pour toi? Ouais, ça justement, tu fais une bonne transition. Euh, Nous, nos prospects, aujourd'hui, c'est pas que notre client, ça va être aussi les personnes qui vont être des partenaires hyper stratégiques dans le développement. Euh, En fait, oui, chasser en meute, comme tu dis, c'est-à-dire qu'on ne on n'est jamais mieux vendu que par quelqu'un d'autre. On est d'accord, hein, on a beau bien savoir se vendre, on va toujours écouter l'autre qui a recommandé. Donc, moi, je ne crois pas, en tout cas nous, dans notre métier, ça n'a jamais marché, les réseaux exprès pour recommander, j'ai un peu de mal. Mais par contre, créer des vraies synergies et un écosystème, mais sans avoir des contrats d'apporteurs d'affaires, des machins comme ça, où ça se met la pression, mais créer vraiment de la valeur ajoutée. Je donne un exemple précis. Aujourd'hui, il y a un logiciel qui arrive en France qui va aider les entreprises à pouvoir traduire avec une IA plutôt c'est une offre très très intéressante qui arrive. Bon, bah, nous, tout de suite, on a souhaité faire un partenariat fort avec cette entreprise. Pourquoi? Parce que nous, on peut proposer leur technologie et eux peuvent nous proposer, pour accompagner les entreprises qui vont vouloir intégrer cette technologie d'IA chez eux et qui auront besoin à un moment donné de traducteurs humains, de relire cette traduction machine selon les enjeux. Donc en fait, il faut bien connaître son écosystème et se dire, et tout simplement les agences de communication, les cabinets d'avocats. Un cabinet d'avocats vend les traductions 2 à 3 fois plus cher qu'une société de traduction. Mais c'est pas pour ça que c'est eux qui ont traduit. Ça arrive souvent chez nous. Mais en fait, on se dit, bah, c'est le cabinet d'avocats, donc bah, ça a une valeur. Ou c'est l'agence de com qui a créé mon site internet en français. Je veux que ce soit lui qui s'occupe de le faire en anglais. Donc, il faut bien réfléchir, de se dire, où est-ce que mes services ils vont, par qui ils transitent. Et nous, la traduction, finalement, de moins en moins, elle est achetée en direct. Elle passe par d'autres flux et il faut voir qui vont être mes prescripteurs. Mais il faut que les prescripteurs, ils aient envie de vous vendre parce que vous les aidez, parce que vous leur enlevez un vrai caillou dans la chaussure. Je prends un exemple tout bête avec toi, Olivier. Tu aimes bien nous recommander. Pourquoi? Parce que tu sais qu'une fois que tu as vendu un site internet en français et que ton client en a besoin en allemand et en anglais, on sait travailler sur WordPress. Et ce sera simple. Alors que si tu m'apprécies bien, mais qu'on n'était pas super bon sur WordPress, tu n'aurais pas envie. Donc, en fait, même si on aime bien, même si on est en réseau, etc., il faut avoir travaillé ensemble, il faut avoir éprouvé des situations pour pouvoir après se dire, ben, c'est logique. Et donc, ça, c'est vrai que il faut bien connaître son écosystème et puis ben, l'activer et s'envoyer des clients les uns les autres. Ça, c'est sûr que ça fonctionne bien. Hein, ça, c'est évident. Avoir son réseau d'ambassadeurs naturel. Oui, puis c'est un réseau que tu as travaillé et développé tout au long de ta carrière Mm. professionnelle. Et puis, ben voilà, c'est aussi un, une hygiène de vie finalement que de planter des petites graines, les entretenir, les développer. Et puis voilà, toi, pour te connaître, c'est que tu es Mm. quelqu'un qui est vachement dans la relation, à l'écoute, tu fonctionnes beaucoup à la confiance également.
Et donc ça, forcément, quand on s'inscrit dans la durée avec un marché, à un moment donné, ça porte ses fruits. Le temps passe, ma chère Peggy. Mm. Pendant que je regarde sur les réseaux, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Alors, je parle à ceux qui sont sur les réseaux, mais également ceux qui sont avec nous dans la salle, ou des choses que vous voulez partager avec Peggy, n'hésitez pas. Tiens, j'ai une question là que j'avais pas vue. Voilà, donc c'est Michel qui s'excuse, qui a un impératif qui a dû Il y a quelque chose nous. dont on n'a pas parlé qui peut peut-être être intéressant aussi, c'est la présentation des offres. Euh, je trouve il faut aussi savoir se différencier. Est-ce que finalement, d'envoyer son devis en PDF avec veuillez trouver ci-joint mon offre, rappelez-moi si vous l'avez bien reçu, est-ce que c'est pertinent? Moi, je suis pas fan. Et je constate réellement une différence sur le fait de alors déjà bien connaître la demande. Et une fois qu'on envoie une offre, moi, je n'envoie pas. J'aime bien voir les réactions, sauf qu'on ne va pas aller partout avec sa voiture, surtout les clients sont loin. Donc, j'aime bien provoquer la visio, même si des fois le prospect n'est pas en visio. Ah, on m'a déjà appelé la semaine dernière. Mais je dis, est-ce qu'on peut se caler 6 minutes et je vous présente l'offre. Pourquoi? Parce que tu as la réaction à chaud que Eh tu oui. n'auras pas. Alors, c'est un basique encore, mais franchement, ça vaut le coup, même si vous êtes débordé. Parce que, quand tu dis, bon, tu te dis que. Ou s'il est plutôt content. Donc, ça permet tout de suite de rebondir. Et puis, je trouve qu'on est à l'aise en disant, peut-être que vous avez reçu d'autres offres, comment je me positionne? Alors que par mail, on va dire, si vous avez envoyé d'autres offres. Et donc, ça permet d'avoir une réaction et de pouvoir avoir encore la chance de se rattraper aux branches si on voit. Alors, évidemment, on ne va pas changer fondamentalement son offre. Une offre, ça doit rester une offre, hein, et puis elle a été travaillée au préalable. Mais c'est bien parce que ça permet de voir si on a bien compris ce que la personne voulait et les enjeux. Parce que des fois, et là, ça fait le lien avec, tu avais reçu Arnaud Ciel il n'y a pas très longtemps. Des fois, le client, quand il dit ah, ça coûte cher, pourquoi vous trouvez que c'est cher? Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, l'enjeu, vous l'aviez sous-pesé. La personne, elle voulait juste comprendre. Dans ce cas-là, ah oui, mais non, vous n'avez pas besoin de traduction premium. Là, on peut faire, voilà. Ou alors, il y a toutes. Si vous avez aussi suivi là, les différents types d'acheteurs et pourquoi ça peut être cher, mais ça permet de Je rebondir. vois que tu as regardé la masterclass. Mais on a fait une masterclass avec Arnaud sur comment défendre son prix et sa marge, et notamment comment traiter l'objection du prix, c'est cher. Et effectivement, c'était très intéressant. Vous la retrouvez sur la chaîne YouTube ou sur mon profil LinkedIn. C'était il y a 15 jours, 3 semaines. Oui, que le client Et, comprenne en fait le eh oui. prix et qu'il n'ait pas l'impression de dire ça sort d'où, c'est important, hein. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, autant effectivement, s'il y a la barrière, il y a la distance, faire des kilomètres pour aller soutenir une proposition. Avec un Zoom, aujourd'hui, ça se fait très facilement. Vous envoyez un lien Calendly, on cale un créneau, et ça permet, comme tu le dis très justement, de pouvoir sentir son prospect dans le bon sens du terme. Oui, et puis je trouve que ça crée aussi une relation, même si on ne signe pas tous les devis. Le but, ce serait de tous les signer. Malheureusement, hein, il n'y a pas une recette à 100%, mais il faut essayer de s'en rapprocher. Et si on ne le signe pas, on a des informations beaucoup plus qualitatives que si la personne vous envoie désolé, on ne vous a pas pris, on vous prendra la prochaine fois. Là, la personne, elle sera beaucoup plus sincère, hein, en direct, hein. Bah non, j'ai reçu un autre devis qui propose ça, vous ne me proposez pas. Bon, d'accord, j'ai noté et je saurai pour la prochaine fois. Et au moins, vous avez perdu un peu moins de temps. Et si ça revient souvent, ces arguments-là, vous dites, là, moi, il faut que je rectifie mon offre par rapport à cela. Et puis, déjà, vous vous différenciez par le fait de vouloir accorder du temps pour expliquer votre devis. Et puis, après tout, si la personne n'a pas envie de parler, etc., moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec des gens qui n'ont pas envie de me parler parce que de toute façon, on propose des solutions. Donc, s'il n'a pas envie de me parler, tout client n'est pas bon client. Et moi, j'aime pas le truc, le traduction est roi, le client est roi. Roi, non, faut que la relation, elle soit équilibrée. C'est comme dans le couple. S'il y a un gagnant, un perdant, ça ne marchera pas.
Donc, si la personne n'a pas envie de vous écouter, eh ben, moi, j'ai pas envie de proposer des solutions, ça marchera pas. Moi, j'aime bien prendre le temps avec un client de comprendre et qu'il comprenne comment on marche. Et tu as déjà eu le cas, j'imagine. Bon, on va pas aller jusqu'à dire qu'on choisit ses clients, mais finalement, le tri se fait un peu tout seul dans la relation en amont. Oui, ben, en fait, nous, c'est plus le cas pour des emails entrants. Ça peut être une problématique. Des emails entrants où ben, la personne, en fait, tu te rends compte qu'elle a fait 15 devis et qu'on est juste là comme, on va dire, lièvre ou quoi. Moi, si déjà la personne, je vais essayer de l'appeler et qu'elle veut pas me recevoir, que je relance, que j'envoie un petit mail, est-ce qu'on pourrait se parler? Non, non, tout par mail. Je me dis, bon, ben, on va faire un one shot ou alors on va être juste là pour comparer. Et je trouve qu'on propose quand même des solutions qui sont justement où l'humain est important. Donc, si déjà dès le début, il n'y a pas d'humain, c'est pas là où on sera fort. Il y a des entreprises qui sont plus fortes que nous Ah pour oui, c'est faire bien. de Ah la oui. boîte aux lettres, etc. Donc, je leur laisse. Merci, ma chère Peggy, pour résumer un peu tout ce que tu as partagé avec nous. Et pendant que je le fais, je regarde si j'ai pas d'autres questions. Donc, tu nous as parlé de l'importance de bien se positionner sur son marché, bien évidemment, de bien cibler, de bien se positionner et travailler sur ces axes de différenciation. Tu es la preuve vivante que les outils digitaux t'ont vachement aidé à automatiser toute ou partie de ta Mhm. prospection. Donc, tu es vraiment, après, en même temps, tu travailles dans la tech, hein, dans la traduction, mais tu as vraiment assimilé ces dernières techniques, ces derniers. Donc, tu es équipé en interne Mhm. avec des outils qui te permettent à la fois d'automatiser et puis de bien gérer et suivre avec l'utilisation d'un CRM. Et tu nous parlais notamment du mapping que tu fais au niveau des organisations qui sont multisectorielles et avec différents interlocuteurs. Donc ça, effectivement, tu as souligné l'importance d'être bien équipé. Tu maîtrises ces outils à la perfection et puis tu es également le témoignage vivant que tu fais preuve d'un état d'esprit qui est finalement complètement adapté au développement commercial. Quand on t'écoute, on sent un peu de passion au fond de toi. Donc, tu aimes ça aussi. Je pense que le développement et voir grandir ton entreprise, c'est quelque chose voilà, qui te stimule. Donc, tu aimes ton métier, tu aimes ce que tu fais, tu aimes tes clients, tu es dans l'humain. Voilà, et là, on a quelque part un peu les ingrédients, pas tous, mais quelques-uns qui font que, voilà, finalement, depuis toutes ces années, ça fonctionne bien pour toi dans un métier qui est très concurrentiel, Mhm. un métier qui est difficile, hein. Tous ceux qui vendent du service le savent bien. Le service, c'est challenging, la vente de services, et en plus, effectivement, dans une activité voilà, qui est sur le devant de la scène avec l'émergence des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, que vous avez su anticiper pour s'y être mis quelques années auparavant. Donc, vous n'avez pas attendu que la vague vous arrive, mais vous avez fait preuve de vision et d'anticipation. Écoute, très intéressant, Peggy. Merci beaucoup pour ce témoignage. En même temps que je lui dis, est-ce que tu aurais envie de partager une dernière chose avec nous, ma chère Peggy, avant qu'on Ben, conclue et pendant ce temps-là, je regarde si j'ai pas d'autres questions sur les réseaux. ouais, j'espère que ça vous a un peu éveillé des idées. Si certains ont envie de parler un peu plus ou d'échanger, on peut se contacter avec plaisir, hein. Ce sont des sujets tellement passionnants que... On te retrouve sur LinkedIn, Peggy Ouais, Santer? Oui. ouais, c'est ça. Quelque chose qui a vraiment quand même, qui est un game changer, là, comme on dit. Il faut vraiment, je pense qu'on n'y pense pas, peut-être pas assez souvent, peut-être que vous le faites, mais moi, j'ai mis quelques années quand même à le faire. Regardez bien la taille des entreprises que vous prospectez et challengez-vous chaque année pour dire non, là, c'est plus possible, c'est trop petit ou c'est trop gros. Mais voilà, il faut bien viser, bien cibler le type d'entreprise, mais aussi la taille et votre portfolio client, parce que vous pouvez vous épuiser à aller prospecter les mauvaises cibles, en fait, surtout si vous en avez beaucoup. Et ça vaut la peine de se pencher sur la question.
Et puis ce basique, hein, pensez toujours à mythique, ça prend du temps, surtout pour les belles relations, ça prend énormément de temps, mais c'est ce qui vaut le coup finalement, parce que si on a signé avec un client qui a mis 2 ans à signer avec nous, c'est qu'il partira pas demain et qu'on va construire des super relations, donc c'est chouette. Super, merci Peggy, merci pour ce témoignage. La semaine prochaine, on va parler référencement SEO et notamment stratégie de netlinking. Donc, si vous avez un site Internet et si vos clients vous recherchent sur Internet, ben, on pourra partager avec vous des techniques de netlinking qui vous permettront de pouvoir mieux référencer votre site Internet sur les moteurs de recherche. Le référencement, c'est plein de techniques et notamment tout ce qui concerne le netlinking. C'est ce qu'on verra ensemble mardi prochain. Merci à tous. Merci Peggy, encore une fois. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.